La première question vient de David, de Paris. Ce n'est pas celle qui a récolté le plus de votes, mais je pense qu'elle mérite d'être posée. Il y a 31 ans, vous partagiez les bancs de l'ENA avec notamment Ségolène Royal et François Hollande. Quels étaient vos liens à l'époque avec eux ? Des liens amicaux. On était camarades de la même école, on se voyait régulièrement. Pas beaucoup, parce que l'ENA, c'est une école courant d'air, c'est une école de formation où on est souvent en dehors de l'école. Mais oui, il y avait de l'estime. Et précisément, vous alliez boire un verre ensemble, un café ? Oui, il y avait une cafétéria dans cette école. Donc on se retrouvait souvent à la cafétéria, souvent dans des assemblées générales, souvent pour passer des examens. Donc oui, c'était des relations amicales comme celles qu'on peut avoir à 20 ans entre des jeunes gens qui partagent le même objectif. Et elles se sont arrêtées par la suite, ces relations amicales ? Non. Le même objectif à 20 ans, c'était de servir l'État, le service public. Et puis les choses ont évolué, ont davantage tourné, pour les uns et pour les autres d'ailleurs, vers la politique et le service des Français. Mais il y a tout ça en partage. Quel que soit le bord politique où l'on se situe, nous savons tous que la vie politique est difficile, elle est exigeante. Elle est source de beaucoup de coups, de frustrations, d'humiliations. Donc c'est quelque chose qu'on a en partage et quand on se voit, on peut au moins partager ça. Il y a justement à propos de coups une question populaire et pas tendre de Clara qui vient de Gap. Alors je rappelle qu'elle concerne l'affaire Clearstream. La Cour d'appel doit rendre une décision vous concernant le 14 septembre. Le procureur a requis 15 mois de prison avec sursis contre vous. Elle vous demande, Clara de Gap, est-il légitime de se présenter à l'élection présidentielle quand on risque 15 mois de prison avec sursis ? Ça concerne qui ? C'est une question qui m'est adressée à moi. Oui, elle vous est adressée. La question aurait pu être adressée au général de Gaulle en 1940, en condamné à mort. Elle vous est posée oui, mais je réponds. Je réponds à partir des références historiques. Chacun se situe dans une perspective historique. Elle pourrait être posée demain à Jacques Chirac, comme à d'autres grands leaders politiques qui occupent des positions éminentes dans la vie gouvernementale. Il y a, dans notre pays, un état de droit. C'est un grand bénéfice, l'état de droit. La décision de casier judiciaire, c'est une décision qui est prise par un juge. À ma connaissance, je ne suis pas aujourd'hui dans cette situation, mais chaque citoyen... Si vous l'étiez, c'est ce que vous demande Clara. Écoutez, si je l'étais, nous verrons bien. Je ne crois pas qu'il y ait de règle générale. Il faut s'en remettre à la décision d'un juge qui est prise sur la base d'une volonté ou non d'inéligibilité. En première instance, je le rappelle, Clara l'oublie, mais je le lui rappelle, j'ai été blanchi, innocenté, complètement. Relaxé. Oui, innocenté, blanchi, relaxé sur l'ensemble des faits. Bon. En droit, en fait, j'ai bon espoir que dans une situation identique, la décision de la Cour d'appel sera la même. Nous allons à Troyes, à présent, où Adrien vous demande comment comptez-vous concurrencer Nicolas Sarkozy sur son terrain de prédilection, la sécurité ? Pourquoi voulez-vous le concurrencer sur son terrain de prédilection, la sécurité ? D'abord, il y a un constat qu'on peut tous faire. Est-ce que la sécurité des Français s'est améliorée au fil des dernières années ? La réponse, nous l'avons en partage. Et le raisonnement qui était celui de la droite il y a un certain nombre d'années, et qui était un reproche fait à la gauche. Partie. Oui, bien sûr. Et qui était un reproche fait à la gauche, qui est « vous ne prenez pas en compte le sentiment d'insécurité ». Donc, quels que soient les chiffres, quelles que soient les bases de données auxquelles on se réfère, il y a aujourd'hui un sentiment d'insécurité dans notre pays et le sentiment que les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Donc, il y a, pour la gauche comme pour la droite, des progrès à faire. Et quels sont vos projets à vous sur ce terrain ? Dans le domaine de la sécurité, le premier combat, c'est de dépasser les idéologies. Il n'y a pas une sécurité de droite, des moyens de sécurité de droite et des moyens de sécurité de gauche. Et ma conviction, c'est qu'il faut mettre bout à bout l'ensemble des leviers, les leviers de la prévention, les leviers de la sanction, les leviers de la réinsertion, pour offrir justement toute cette gamme. Je crois que les internautes veulent des réponses concrètes. Mais vous savez, c'est très concret. La politique, ça s'appuie sur des principes, ça s'appuie sur des objectifs. Et aussi sur des actes. Bien sûr, mais je vous rappelle que dans la perspective d'une campagne présidentielle, on ne décide pas du nombre de couteaux, du nombre de fourchettes et du nombre de cuillères. On fixe un cap, on fixe une vision. Alors à partir de là, quel est pour moi l'essentiel ? C'est de réorganiser les moyens de notre sécurité. Je crois qu'il y a une très grande confusion entre les tâches des uns et des autres. Et pour ma part, je propose une police territoriale sur la base d'un recrutement national qui sera mise à la disposition des maires, pilotée par les maires, par les collectivités, et qui pourra répondre directement sur le terrain
aux besoins d'interpellation, de protection, d'accompagnement. Un policier qui connaît le terrain, c'est un policier qui est beaucoup plus efficace. De ce point de vue, tirons les leçons de l'expérience de police de proximité. La police de proximité qui avait été mise en place par la gauche était une très bonne intention, une très bonne idée. Son application n'a pas été satisfaisante parce qu'elle n'était pas là aux heures où il fallait, parce qu'elle n'était pas assez nombreuse et parce qu'elle n'était pas équipée comme il aurait fallu qu'elle soit équipée. Donc vous comptez créer de l'emploi dans la police ? Créer je crois qu'à partir du vivier existant de postes, pas de nouveaux emplois. Une nouvelle répartition entre une police territoriale et une police nationale qui, elle, sera chargée de la criminalité lourde, des grands trafics, la lutte contre les réseaux. Et je crois qu'il faut mettre en place un dispositif spécifique pour faire face à ce qui constitue aujourd'hui la plus grande inquiétude, la grande criminalité. Et de ce point de vue, je propose que ce que j'avais, moi, initié lors de la campagne de 2002, qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy, les groupements d'intervention régionaux, puissent s'accompagner d'un groupement d'intervention national, parce que c'est une chose que d'avoir des groupes spécialisés sur le terrain, c'est autre chose que de pouvoir rassembler l'information de ces groupes à l'échelle nationale, et je souhaiterais qu'il y ait même un groupement d'intervention à l'échelle européenne, parce que la criminalité, ça dépasse les frontières, et que nous avons besoin, à l'échelle de l'Europe, de rassembler les données, de rassembler les moyens, et de pouvoir agir. Un criminel peut agir sur le territoire français, mais le lendemain, il peut agir sur le territoire espagnol, ou mettre l'argent qu'il a gagné, l'argent sale qu'il a gagné au Portugal ou ailleurs. Donc si nous ne pouvons pas suivre ces évolutions-là, eh bien, nous ne disposerons pas de la capacité de démanteler ces réseaux. On va revenir à l'actualité politique récente. Jean-Louis Borloo se dit prêt à vous accueillir dans son mouvement. Teddy souhaite savoir si une alliance avec lui est envisageable pour contrer l'UMP en vue de la présidentielle. Échange de bons procédés, Jean-Louis Borloo est prêt à m'accueillir, je suis prêt à l'accueillir. Vous voyez que nous sommes entre gens de bonne volonté. Je ne crois pas à la cuisine politique. Je n'y ai jamais cru, je ne me suis jamais intéressé à la politique partisane. C'est la limite des partis. Les partis, ils ont malheureusement tendance à confisquer le débat démocratique plutôt que de le partager avec les citoyens. C'est pour ça que l'idée de s'allier avec, de faire de la cuisine avec, ça ne correspond pas à mon ambition. Néanmoins, nous avons besoin de partage, de dialogue, d'avancer sur des projets concrets. Et c'est ce que j'ai dit à Jean-Louis Borloo et c'est ce que nous faisons. Parler, essayer de faire avancer un certain nombre de propositions. Plus les propositions entre gens de bonne volonté pourront se rapprocher sur des grands sujets. Je prends l'éducation. Il ne peut pas y avoir d'opposition trop forte entre les uns et les autres sur des sujets aussi centraux. La sécurité, le pouvoir d'achat, l'éducation, la justice, voilà des sujets où on a intérêt à rapprocher nos points de vue parce que ce sont des sujets qui devraient être des sujets de consensus. Donc oui, nous pouvons faire du chemin avec. Laissons pour le moment de côté l'ambition personnelle, ou en tout cas l'incarnation de cette ambition dans le cadre d'une campagne présidentielle, pour faire avancer les projets, les rapprocher, et à partir de là, nous verrons bien, il y a encore beaucoup d'eau qui coulera sous les ponts dans les prochains mois, nous verrons bien comment les choses se présenteront à la fin de l'année. Nous allons passer à présent à une première question vidéo. Elle nous vient de Agnès Verdier, c'est la directrice de l'IFRAP, qui est un think tank libéral qui analyse et critique les performances de l'État. Écoutons-la. Bonjour, Agnès Verdier-Molinier de la Fondation IFRAP. Monsieur le Premier ministre, comment expliquez-vous que la France soit un des rares pays de l'Union européenne à ne pas avoir réformé son statut de la fonction publique ? Ne pensez-vous pas que, comme en Allemagne, nous devrions réserver ce statut aux seuls fonctionnaires régaliens et embaucher dans les autres administrations sous contrat de droit privé ? Nous sommes attachés en France à un certain nombre de repères et de références. Pays inquiet, pays qui a le goût du statut, pays qui a le goût d'un certain ordre économique et social. Donc s'attaquer au statut de la fonction publique, c'est une tâche difficile, un défi difficile. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas à le faire évoluer. Et ce statut, il a évolué au cours du temps dans beaucoup de domaines. Le faire évoluer davantage, distinguer entre des catégories de fonctions qui sont strictement les catégories régaliennes et de nouvelles fonctions qui pourraient être menées, y compris sous un statut privé. Je crois que c'est une idée qui est une bonne idée, c'est une piste à étudier. Il faut voir et préciser quelles sont exactement les activités qui pourraient être déléguées à des services privés.
voir quelles obligations de service public nous devrions imposer à ces services ou ces entreprises. Ça fait partie aujourd'hui de la réflexion. On veut développer des partenariats publics-privés, donc je crois qu'il n'y a pas d'obstacle de principe, au coup par coup, au cas par cas, en argumentant, en montrant comment nous pouvons être plus efficaces, voire plus économes. Ça fait partie aujourd'hui de la réflexion qui est menée, à la fois au niveau de l'État central, mais aussi dans l'État déconcentré, à l'échelle des régions, à l'échelle des collectivités, départements, communes. Il y a là toute une série de pistes qui peuvent faire évoluer les choses.